Legal on Air. Legal on Air, à la conquête du droit en entreprise. Gouvernance, tech, LegalOps. Le podcast qui décrypte les évolutions qui propulsent le droit vers le monde d'après. Legal on Air, le juridique. Décortiquer et discuter. Bonjour à tous, vous nous retrouvez sur le plateau de Legal on Air pour ce 9e épisode. Un 9e épisode déjà, Cyril. On organise ces podcasts depuis 1 an à peu près. On a reçu bon nombre d'invités. Aujourd'hui, je sais que l'invité que nous recevons t'es cher, puisque du coup tu as souhaité inviter Cédric Barthélémy, qu'on va présenter dans un instant, avec qui vous avez fait un peu les 400 coups il y a quelques années. Alors oui, bonjour à tous, bonjour Mathieu. Effectivement, j'ai eu la chance de faire mes études de droit avec Cédric. On a passé 4 ans ensemble sur les bancs de la fac à Nanterre, sur ce qu'on appelait à l'époque le BIDOC droit anglais et le DEJA, le diplôme d'études juridiques appliquées en droit anglo-saxon. Et c'est avec plaisir que je l'ai revu il y a quelques années dans le cadre d'un événement de la FJE et de revoir les anciens. On avait déjà reçu Marie Potel qui est dans notre promotion également. C'est toujours sympa parce que effectivement, ça te renvoie à quand tu étais un étudiant en droit, à tes racines, à tes aspirations, à tes motivations. Et je trouvais que il y avait un vrai sens avec le podcast que l'on fait, avec cette émission que l'on fait, puisque on est là pour parler aux jeunes juristes de ce que l'on peut faire quand on devient juriste d'entreprise, avocat. Et quoi de mieux que de pouvoir reconnecter effectivement les deux, tout simplement. Donc je suis ravi d'avoir Cédric. Bienvenue Cédric. Merci, je suis ravi d'être qualifié de jeune juriste. Et on va parler de toi dans un instant. Juste un point, Cyril, parce que tu en parles. Est-ce que dans les années 60, quand tu faisais tes études, déjà, vu que tu étais un fan de bon nombre de choses de sci-fi aussi, et quand je dis 60, évidemment, je plaisante, c'était 94-98 de mémoire, est-ce que tu te disais qu'un jour, tu allais avoir une intelligence artificielle qui allait t'aider au quotidien dans ton job ? Alors, absolument pas, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé ma carrière en cabinet d'avocat, je pense que Cédric a eu le même cas que moi. Moi, je dictais sur un dictaphone à mon assistante mes projets de conclusion. Donc, si tu veux, on était très très loin de tout ça. On tapait encore à la machine. Ça fait peur aux gens qui vont écouter, mais effectivement, et là, je parle des années 98-99. Donc, on s'imaginait pas cela. Tu parles de machine, tu parles d'ordinateur quand même. L'ordinateur commençait à arriver. Je te rappelle que... Attends, ça veut dire que tu as commencé à la dactylo ? Ouais. Non. Si. Et alors, faut savoir qu'en cabinet, les assistantes étaient très importantes à cette époque-là. Et il y a eu une disparition, je dirais, au milieu des années 2000, où tout d'un coup, il y a eu une autonomie qui a été demandée. Pareil en direction juridique, où les paralegals, les assistantes, on les a transformées en paralegals. On leur a donné un nouveau nom pour leur donner plus de responsabilités. Je trouvais ça très, très bien. Mais il y avait avant ce côté un peu notaire, vieux cabinet d'avocat, où tu apportais ta cassette. Tu la mettais sur le bureau de l'assistante qui te tapait tes courriers. Et puis moi, quand j'étais jeune avocat, comme tout le monde, on a fait les dossiers de plaid en faisant les photocopies, et ainsi de suite. Donc ouais, tout ça a évolué. Donc l'IA était pas là encore. Non, on était un peu loin. L'IA était pas là. On était sur de la full analogique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on est régulièrement interrogé sur l'IA. On a fait pas mal d'événements chez Didi Trust dernièrement. On a fait le Grenelle du droit où on est intervenu, le Cercle Montesquieu, la FJE. J'étais à Tunis il y a pas longtemps là-dessus. Et on parle beaucoup de l'IA. Et moi, ce que je trouve intéressant dans l'IA, c'est que ça devient l'assistant du juriste. C'est ça qui est intéressant. Donc on parlait d'assistanat. À un moment donné, on a demandé de s'autonomiser au juriste d'entreprise, à l'avocat. Et là, l'IA va permettre effectivement de faire les petites tâches qu'on devait demander avant à quelqu'un de faire ou que le juriste devait faire lui-même. Donc, ça peut amener à différentes questions. La première, c'est est-ce que finalement, maintenant, quand on va recruter un stagiaire, on va lui demander autre chose, puisque finalement, l'IA va pouvoir faire le reste. Premier point. Et deuxième point, c'est finalement, est-ce que c'est pas une élévation de la fonction de juriste avec un grand J, en se disant, on va se concentrer sur ce sur quoi on a été formé, notamment Cédric et moi, sur les bancs de la fac, l'analyse juridique, la legal review, la legal opinion. Puisque finalement, faire des tâches à faible valeur ajoutée, comme faire un résumé d'un document, des photocopies, et ainsi de suite, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, l'IA peut te le faire. Donc l'intérêt, c'est d'analyser, et puis après, de pouvoir rendre un avis sur cette base-là. Donc pour moi, l'IA, je l'aperçois comme quelque chose de très bénéfique, mais on n'en est encore qu'au début, et il va falloir être très pédagogue pour expliquer quels sont les bénéfices, les dangers. Tu dis au début, mais vous faites déjà des trucs, vous. Alors oui, il y a des annonces là. Effectivement, Didi Trust a sa propre intelligence artificielle depuis plusieurs années, comme tu le sais, et désormais, maintenant, on a une IA générative qui s'appelle le Didi Chat, qui est implémentée sur l'ensemble des modules et qui permet à tous nos utilisateurs d'interroger tout type de documents en posant des questions en IA générative.
et d'avoir des réponses sur les documents que l'on consulte, ainsi de suite. Le dream use case, c'est quoi pour qu'on comprenne vraiment ce que tu dis? Très simplement, tu as, par exemple, tu es en train de préparer un conseil d'administration quand tu es board member ou directeur juridique. Tu vas avoir un document qui va faire 300 pages. Tu vas lui demander de te résumer le document. Après, tu vas lui demander quels sont les risques évoqués, quels sont les enjeux, les échéances à connaître, premier point. Ou si tu es sur un contrat, ou si tu es sur une claim au niveau litige, d'avoir cette capacité à très vite savoir si le document, il est opportun, intéressant pour toi ou pas. Donc, ça permet de gagner du temps. Là où avant, tu devais te coltiner l'ensemble des documents et puis sur cette base-là, y réfléchir. Ou alors faire l'impasse et prendre un risque là-dessus. Donc ça, c'est une avancée concrète et on a dérivé rapidement, mais ça nous a permis de parler de ce sujet qui, évidemment, est sur toutes les lèvres depuis 1 an, 2 ans. L'IA impacte nos métiers concrètement. Cédric Barthélémy, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes Europe General Counsel au sein de Rentokil Initial, géant américain qui sait s'occuper des nuisibles, mais également de l'hygiène. Vous y êtes arrivé il y a 1 an. À peu près, pas tout à fait. Pas tout à fait, on va bientôt souffler votre première bougie. Octobre, après l'été, ouais. Vous êtes né dans les années 70 à Boulogne. Vous avez grandi en France, mais avec un passage par les États-Unis à New York, avec votre papa qui était un cadre de la Société Générale. Vous rentrez en France en 86, vous continuez vos études, vous passez le bac, vous allez en double DUG, donc avec Cyril Godet à ma droite, à Nanterre, en BDUG exactement, pardon, j'ai mal prononcé. Surtout que ça n'existe plus maintenant. Diplôme qui n'existe plus. Donc un BDUG anglais-français, puisque du coup, effectivement, vous aviez voulu continuer à tirer cette pelote de cette relation avec l'Atlantique que vous avez, ou en tout cas avec le continent outre-Atlantique, et donc du coup, vous allez dans le droit, vous me disiez, pour surtout pas vous fermer de porte, en fait. J'ai l'impression que 99% des gens qui sont allés en droit sont allés en droit pour pas se fermer de porte. C'est exactement C'est ce que je me suis dit exactement quand j'y suis allé, et la plupart de mes potes aussi. Ouais, c'est exactement ça, et en fait, mais surtout, ma vie est truffée de hasard et de rencontres. Donc en fait, l'idée, c'était, je suis sorti du bac, je savais absolument pas quoi faire, ce que je voulais faire de mes 10 doigts. J'avais des potes qui avaient, puisque j'ai approfondi une année avant, qui étaient en avance, qui étaient déjà en droit. J'ai été suivre des cours en auditeur libre à Nanterre. Je sais pas si c'est le droit qui m'a plu ou le campus de Nanterre, mais je me suis dit que c'était sympa d'y aller et je suis rentré là-dedans. Et en fait, de fil en aiguille, ça m'a plu. Et donc, j'y suis resté. Mais l'idée, effectivement, c'est de rester le plus généraliste possible. Et sur cette première année, sur ces premiers cours, le constit, un peu de civil, la découverte en 2e année de l'administratif, des procédures, il y a un truc qui se passe sur cette licence, parce qu'après vous avez fait évidemment un passage en Angleterre, mais sur cette licence, il y a un truc qui se passe au-delà de la liberté d'être étudiant à Nanterre. Il n'y a pas de coup de foudre magique, il y a une découverte d'une matière, il y a une découverte de raisonnement, de pouvoir trouver plusieurs solutions à un même problème, avec un même texte de loi, et on arrive tous par des chemins différents à trouver des solutions différentes. Il y a des anecdotes rigolotes sur des matières un peu chiantes, il paraît que le lancer de main est interdit, ça m'a marqué. Ah ça c'est sûr que morceau sur orge, c'est un moment de fierté pour tout étudiant en droit. Ça permet de briller en soirée. On a eu aussi des profs à l'époque assez exceptionnels. On a eu Antoine Lioncan en droit du travail pendant 2 ans, qui était le seul prof que j'ai connu, qui te faisait 2 heures de suite sans coupure de cours de droit du travail, sans notes, et qui te citait tous les arrêts, toutes les jurisprudences à la page près. Et toi, tu grattais, tu ressortais de là au bout de 2 heures, t'en pouvais plus. Et juste pour rebondir sur ce que disait Cédric, on a été privilégié sur une chose, c'est que le BDUG, c'était, en gros, on était 30 à peu près. C'était un concours au départ d'entrée, et après, t'es 30 dans la promotion, pendant les 4 ans. Et en fait, on avait cette idée, quand même, le matin, on était en anglais, on avait cours d'anglais, on était que 30 tout le temps, et l'après-midi, on était en amphi de droit. Et effectivement, alors, je dis en anglais le matin, en droit anglais, parce qu'on faisait du droit anglais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu créer comme ça un petit groupe, là où tu peux être noyé dans la masse de 1000 personnes quand tu es sur les bancs de la fac, même si on a tous capacité à lier amitié. Mais c'est assez fédérateur et ça motivait vachement. Tu fais respirer ta journée. Ah ouais, carrément. 30 000, tu peux t'éclater avec un contexte comme ça. Je dois vous poser la question, je fais une digression. Vous le savez, chers auditeurs, on en fait quelques-unes dans nos émissions, mais bon, vous avez passé 4 ans à étudier ensemble, vous vous êtes connus jeunes hommes. Il y a des doses un peu
Est-ce que Cyril faisait péter un cours en particulier et toi inversement et vous filiez les cours? Alors moi j'allais pas mal en cours en fait, mais effectivement à l'époque alors moi j'étais pas à la machine à écrire, il y avait déjà l'ordinateur parce que je suis arrivé beaucoup plus tard. Ouais. Mais on tapait les cours et on se filait des disquettes. À l'époque, des disquettes, alors ça parlera peut-être pas aux jeunes. C'est les Disquette, oui. c'est les anciennes clés USB ou ça Voilà, n'existe c'est même ça. plus ça. Exactement. Et donc on se fallait on s'échangeait ça, on s'imprimait les cours et ça permettait effectivement de se retrouver. Non, et moi mes copains m'ont offert en maîtrise un tatou parce qu'ils n'arrivaient pas à me joindre pour me filer le rendez-vous de tatou. J'ai eu la chance d'en avoir un également. J'ai ça. Et vous chercherez sur internet. Ce n'est pas un tatouage pour ceux qui. C'est ça. C'est l'adaptation européenne du beeper. Voilà. 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 Mais qu'on ne connaît pas vraiment dans nos contrées. Ok, donc pas de dossier particulier. Il y a eu un petit souvenir commun peut-être. On n'a pas du tout préparé cette question, mais. Disons que c'est amusant parce que quand on déjeune de temps à autre avec Cédric, on en parle. Chacun a certaines personnes ou certains profs en mémoire. On n'a pas forcément tout le temps les mêmes. Ce qui est sûr, c'est que ce dont on se souvient, c'est que c'était de belles années. Parce que effectivement, le côté droit anglo-saxon, c'était assez motivant. Tu te retrouves la moitié du temps avec des gens qui ne te parlent qu'en anglais. Même les profs parlent pas forcément français. Hein. Et puis après, tu as l'ouverture l'après-midi sur le droit français. Mais ça reste de très belles années. Et en fait, il y avait un effet d'entraînement où tout le monde bossait beaucoup parce que effectivement, il y avait cette idée de promotion qui était sympa. Et après, ce qui est intéressant, c'est que chacun a pris on va dire son envol, puisque à la fin de notre cursus, tu pouvais partir aux États-Unis, en Angleterre ou en France en fonction, et on pouvait après se retrouver par petits groupes. Et puis, nous, on était dans le DEJ à droit anglais, mais on avait aussi les Italiens, les Espagnols et les Russes. Donc, on pouvait effectivement les retrouver également. Donc, c'était plutôt sympa. Il y avait une compète un petit peu avec les autres. Oh, les Anglais étaient bien meilleurs que les autres, mais moi j'aimais bien fréquenter les Espagnols parce que en 5e année, ce qui était sympa, c'est quand moi je suis parti en Angleterre, mais il fait moins beau qu'à Madrid. Donc j'ai pu retrouver des potes à Madrid pendant les vacances, ça c'était sympa. On termine les études et là, donc juste sur le raisonnement que tu évoquais, Cédric, à l'instant, tu me disais en préparant cette émission, on a pris un café ensemble, que toi t'aimais bien la philo. C'est quelque chose pour lequel tu as eu beaucoup d'affinité. Tu as aimé la construction de raisonnement visant à trouver des solutions à des problématiques, qu'elles soient existentielles, quantiques, ésotériques, ce que tu veux. Et tu aimais bien aussi l'algèbre. Et c'est une question que je voulais vous poser aujourd'hui à tous les deux. C'est pas finalement un terrain de jeu magique, le droit, pour quelqu'un qui aime l'algèbre et la philo? Parce que du coup, t'as un cadre et en même temps, ton interprétation et ton raisonnement te permettent de le dépasser ou on va dire de l'utiliser. Ouais, moi c'est ça que je trouve extraordinaire, et c'est ça qui m'a plu. T'as un cadre, mais t'as surtout une question, une problématique au début, t'as des éléments pour le résoudre, que tu connais ou qu'il faut que tu découvres, et puis il faut chercher, et puis après c'est à toi de trouver la solution, et on le vit tous les jours, il n'y a pas une bonne réponse. Il y a comprendre le besoin de son client, comprendre l'équation à 15 inconnus, comprendre les formules de mathématiques qui s'y appliquent, et puis dérouler son raisonnement et arriver à trouver le résultat du truc. Et à nouveau, il n'y a pas une bonne réponse. Ouais. Et peut-être remettre en avant ça, parce que nous, à notre époque, je trouvais que c'était trop théorique. Le droit, les premières années, tu as l'intro aux institutions, ainsi de suite, tu es vraiment dans le théorique pur. Et on a aussi un peu de partie de philo aussi au départ. Et puis, ça devient pratique au fur et à mesure, mais même nous, à notre époque, c'était pas encore assez pratico-pratique. Et on a tous, Marie Potel l'a fait, Cédric l'a fait aussi, je l'ai fait. On est parti en cabinet à un moment donné pour se mettre les mains dans le cambouis. Parce qu'en fait, quand tu fais une fac de droit, quand tu faisais une fac de droit, pour ceux qui nous écoutent maintenant, heureusement pour vous, ce n'est plus le cas. À l'époque, nous, c'était que purement théorique. Donc, tu pouvais sortir de bac plus 4, bac plus 5 en ne connaissant rien d'un point de vue pratique. Donc, ce qu'on remarquait, c'est que dès le niveau du M1 pour maintenant, il y en avait beaucoup qui étaient partis un peu en cabinet, qui passaient quelques heures en cabinet pour voir déjà, un, si ça allait leur plaire, et deux, pour avoir des choses vraiment pratiques. Parce que c'est exactement ce que dit Cédric. Au départ, on t'explique les grands principes généraux. Je me souviens, la première année, c'est la règle de droit. On t'en parle, les principes de droit pénal, tout ça. Mais finalement, concrètement, ça sert à quoi? Tu commences à faire des cas pratiques. Et ce qui devient passionnant, c'est quand tu le mêles vraiment à la réalité. Donc déjà, s'il y a une chose, moi, où j'invite toujours les gens, les étudiants à le faire, c'est faites le plus d'expérience en direction juridique, en cabinet d'avocat. Mettez-vous là-dedans pour voir si ça vous fait plaisir, si ça vous botte de pouvoir résoudre des problèmes, de pouvoir apporter votre expertise et pas juste se targuer de dire je sais plein de choses,
mais en fait, je n'ai aucune application concrète. Et c'est bien là où on va, puisque vous parlez tous les deux, vous avez déjà tous les deux un peu parlé de cabinet. Donc Cédric, tu commences chez Lovells, donc évidemment une des deux structures qui ont donné naissance au géant Hogan Lovells par la suite, quelques années après. Donc Lovells, ce sont les Anglais. Lovells, cabinet anglais, bureau de Paris qui est en train de se développer, on est en 2000. Ok, on salue Sharon qui était déjà là à l'époque, Sharon Lewis. Sharon, ouais, j'ai pas beaucoup travaillé avec Sharon. Par exemple, salue Baptiste Gelpi et d'autres, hein, si on parle de la partie finance. Et donc, du coup, t'es un peu l'américain chez les Anglais, puisque du coup, toi, t'as ton expérience new-yorkaise, mais tu parles anglais, ce qui, du coup, j'imagine à l'époque, encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, sur les bancs de la fac, on peut pas dire que 2 personnes sur 3 soient méga fluent aujourd'hui en fac de droit, même si ça évolue et tant mieux. Donc t'as ce talent déjà, et tu fais du corpo et tu rejoins, je crois, une équipe spéciale parce que, de ce que je comprends, là t'as pas non plus, tout comme tu découvres le droit, ce qui te plaît, c'est d'abord le raisonnement, t'as envie de rentrer dans le boulot et tu te dis pas je veux faire de l'IP, de l'employment ou du fiscal. Je veux dire, tu t'en fous, il faut bosser, et là il y a une équipe spéciale qui se monte. Ouais, alors moi je voulais bosser en entreprise, mais comme en DEA, tout le monde briguait des grands cabinets d'avocats, je me suis dit je vais faire comme les copains, je vais pas être le seul con qui le fait pas, donc j'ai envoyé des courriers et sur 50 CV j'ai reçu 10 réponses et sur 10 réponses il y en avait 2 positives, donc j'ai pris celui qui avait l'air sympa. Et On dira pas. je tairai le nom, mais j'ai eu depuis de longues discussions avec l'associé qui d'ailleurs est décédé depuis. Ah, bon. Mais donc, bon bref, donc je rentre chez Lovells et en fait, ouais, on me dit bah tiens, toi tu parles anglais, etc. Notre stagiaire sur ce dossier-là vient de partir et c'était, on s'occupait il y avait un dossier particulier dans le cabinet, je peux pas trop en parler, ça semble un peu étrange, mais donc un dossier un peu particulier, on me dit bah tiens, tu vas rejoindre cette équipe et bosser avec les gens. Donc on était un peu une équipe à part, séparée dans le cabinet, avec un associé en droit social, le dossier n'avait rien à vous foutre en droit social, un ancien stagiaire de vieux jeune juriste qui maintenant est un très très grand copain. Et puis moi, et on bossait, voilà, et on recevait des coups de fil à 9h du soir du client qui me disait j'ai besoin d'une note sur un sujet, on comprenait même pas la question. Pour demain matin. Absolument, pour demain matin 8h, donc on avait plein de temps. Il y en avait un qui se mettait en bibliothèque et l'autre qui partait chercher à bouffer, et puis on y passait la nuit. Tu parles d'un truc dont on parle, qu'on évoque souvent dans ces émissions. Là, on est en quelle année là? On est en 2000? Là, on est en 2000. Donc en l'an 2000, avant toutes ces évolutions managériales de marque employeur, tout ça, on est dans un cabinet comme Lovells, on est on est vraiment dans l'arène. Comment ça se passe? Comment tu le vis toi ces 3 années personnellement? C'est un rythme effréné. On se lève tôt, on se couche tard, et entre les deux, on arrive un peu à vivre sa jeunesse. Comment ça s'est passé? Ouais, alors moi j'en ai pas un souvenir maintenant terrible, mais effectivement, d'abord c'est ceux qui y arrivent, c'est ceux qui ont la dalle. Il y a du boulot par terre, il suffit de le ramasser, et le boulot c'est quelquefois un truc super funky, super amusant, et quelquefois c'est des photocopies du café et un truc hyper chiant. Mais c'est pas grave, faut le faire, donc on le fait, tu le ramasses, tu le fais, t'y vas. Je suis tombé sur des seniors qui m'ont fait revoir des PV d'assemblée générale ou de conseil d'administration, mais 15 fois et à minuit encore parce que la virgule était pas au bon endroit. Et à la fois, j'ai eu envie de les tuer, et à la fois, maintenant, je les remercierai jamais suffisamment parce que c'est ce qui fait la qualité du juriste. La forme est au service du fond, et si j'ai appris ça, c'est pendant ces années-là. Donc oui, des journées de taré, c'est-à-dire qu'on arrive au bureau tôt, on bosse 16 heures par jour. Quand arrive la fin des 16 heures, il est 21h, t'as envie d'entrer chez toi, mais tu reçois le coup de fil du mec qui a une question pour le lendemain matin. Ou alors, t'es avec un collaborateur qui veut bosser ses dossiers perso, donc on va chez lui, un plat de pâtes, une bouteille de Calva, et hop, ça bosse. Ça a toujours bien fonctionné, hein, ce duo Pat Calva. et donc au bout de ces 3 ans, enfin je te coupe, mais c'est juste pour venir sur le point essentiel de ta carrière, sur cette partie corpo en in-house. Depuis le début, tu nous dis, bon, je savais pas trop, fallait pas que je me ferme de porte, je savais pas trop quelle technique, quelle practice j'avais envie d'intégrer. Par contre, là, tu l'as dit il y a quelques instants, et c'est ma question, tu savais que tu voulais être en entreprise. Ouais, là, tu le savais, tu l'as toujours su. Depuis le début, j'ai toujours su que je voulais pas être en cabinet d'avocat, d'abord parce qu'il y avait un examen en plus et que j'en avais ras-le-bol de faire des études et de passer des examens. Et d'autre part, je voulais être au cœur du business. Pour moi, l'entreprise, c'est là où les décisions se prennent, c'est là où tout se passe. Le cabinet d'avocat, c'est le conseil extérieur. C'est un métier éminemment louable, j'ai beaucoup de respect pour cette profession, mais pour moi, c'est des gens qui sont en dehors et qui ne vivent que parce que leurs clients leur demandent. Moi, j'ai envie d'être le client. J'ai envie d'être celui qui demande, j'ai envie d'être celui qui décide. Et c'est ce que je vis aujourd'hui, on va en parler, mais aujourd'hui, je suis au plus proche de la direction générale et en fait,
Je fais presque plus de droit, mais je participe à la prise de décision stratégique, à l'évaluation du risque, et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est passionnant. Et donc, tu pars chez Disney, alors Disneyland, donc tu es sur la partie Ouais. resort et entertainment park, enfin un parc d'attractions, Ouais. et tu y fais 6 ans. C'est ça, un peu plus de 6 6 ans, ouais, un peu plus de 6 ans. Tu arrives sur de l'IMO alors que tu connais rien. J'arrive, exactement, ils cherchent un juriste en droit immobilier qui a 5 ans d'expérience, j'en ai 3 en corporate, donc on est fait pour s'entendre. Au bout de 6 mois, la juriste en propriété littéraire et artistique quitte la boîte et qu'on me dit, bah tiens, tu parles anglais, c'est beaucoup avec la Californie, donc tu vas faire de la PLA, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire que PLA. Je découvre par la suite ce que ça veut dire propriété littéraire artistique. J'ai jamais fait ça pendant mes études, donc c'est absolument passionnant du coup. Et je rentre dans ce monde, et pendant 6 ans, je fais des trucs, j'imaginais même pas que ça existait, j'ai revu des contrats, j'ai été mis sur tout ce que peut faire une direction juridique chez Euro Disney. Et il y a des sujets assez truculents quand on rentre dans les opérations, parce qu'on est dans les opérations, c'est un parc d'attractions, il y a 12 millions de visiteurs par jour. C'est ton 3e cycle d'apprentissage, quoi. C'est la partie où c'est là où tu t'es construit en tant que DJ. Ouais, c'est là où j'apprends le métier de juriste d'entreprise. Le cabinet, c'était rigolo, c'était sympa, j'ai appris à bosser. Mais au bout de 3 ans, j'ai rencontré la mère de mes enfants, et donc je me suis dit, ce serait bien qu'on ait un peu une vie aussi. Et donc, partir en entreprise, je découvre le métier. Tu disais, parce que bon, ça part quand même d'un parti pris de recruter quelqu'un qui correspond pas au taf sur le papier. Donc là, tu es en 2003, 2004, ouais. En 2024, toi, tu arrives encore à avoir cette liberté, cette façon de faire un peu différente, de pouvoir prendre des gens qui correspondent pas forcément, alors même qu'aujourd'hui, on aime bien les cases, quand on recrute un collaborateur, un juriste dans telle ou telle practice. Alors moi, on m'a dit un truc quand on m'a recruté chez Disney, c'est qu'ils avaient eu des profils qui collaient pile poil à l'annonce, et ils cherchaient quelqu'un qui avait une tête bien faite. Et ça, c'est resté ancré dans ma tête. Et quand je recrute, je rejoins ce que disait Cyril tout à l'heure, les étudiants, et même encore aujourd'hui, même avec de l'alternance, ils savent rien faire. On leur apprend pas à travailler, on leur apprend pas le métier de juriste d'entreprise, et finalement, tant pis. Moi, je cherche à recruter des personnalités, je cherche des gens qui ont une tête bien faite, je cherche des gens, je vais regarder dans le CV assez vite la case d'hiver, parce qu'on a tous bac plus 12, on a tous fait des stages dans les meilleurs cabinets du monde et tout, on s'en fout, en fait, parce que t'as rien fait dans les stages. Et t'as pas appris à travailler, puisque t'es que stagiaire. Donc, ce qui est vachement intéressant, c'est les gens qui ont une richesse intellectuelle, une richesse d'expérience de vie, qui ont fait 1 an à faire je sais pas quoi. Et c'est la tête bien faite des gens qui vont être capables de réfléchir. Et après, en entreprise, à nous de les former et de les faire évoluer. Et là, je suis j'ai fait une offre, j'espère qu'elle acceptera, à une jeune alternante qui est chez nous. Je lui ai dit exactement ça. J'ai dit, je sais très bien que tu sais rien faire. Moi, je cherche quelqu'un qui a 2-3 ans d'expérience, t'en as pas. C'est ça qui me plaît, parce qu'en fait, t'es capable de réfléchir. Et tu piges super vite et t'avances. C'est ça qui est intéressant. C'est beau d'avoir cette... je sais pas aujourd'hui exactement, je fais pas du recrutement dans le monde juridique, mais d'avoir cette posture, en tout cas, c'est tout à fait louable, même pour la diversité aussi dans ces équipes. Ça permet de pas trop s'embêter, de pas trop répéter les choses et de pouvoir aller chercher à gauche et à droite et de finalement peut-être aussi de ressembler à la boîte dans laquelle on bosse et dans l'air dans lequel on bosse. Exactement, c'est adhérer aux valeurs de la boîte, de l'équipe et au niveau de service qu'on doit délivrer, en fait. On est au service de nos clients. Cyril, tu en parlais, on doit apporter de la valeur ajoutée. Donc, c'est si tu es capable de réfléchir, d'apporter de la valeur, et en même temps de t'éclater, on bosse 12 heures par jour, on se fait chier, on est derrière des ordinateurs avec nos codes, nos textes de loi et tout. C'est chiant quand même, un juriste, c'est chiant, faut se le dire. Donc, si on peut pas se marrer et faire ça avec des gens un peu sympas et avec qui, en fait, tu as envie d'aller boire un coup après, etc., ça marche pas. Et tu vois, Mathieu, c'était l'une des raisons fondamentales pour laquelle je voulais avoir aujourd'hui Cédric avec nous. Parce qu'on a eu maintes discussions comme ça tous les deux à ce sujet-là exactement. Et ce côté, je casse les codes, je trouvais ça génial. Pourquoi ? Parce que moi, à l'époque, quand à peu près, donc on a fait le même parcours à peu près. Moi, quand je suis arrivé en cabinet, on m'a dit, vous ne savez rien, vous avez tout à apprendre, ainsi de suite. Mais on avait vraiment le sentiment, tout comme quand tu deviens médecin ou avocat, que tu es obligé de suivre un rythme qui t'est donné et que tu dois suivre cette empreinte, ce parcours. Et ce qui est bien, c'est quand à un moment donné, tu as des DJ, des patrons, qui vont casser ce code-là et créer un nouveau chemin qui est ce que propose Cédric en disant non, tu n'as pas forcément besoin d'avoir fait ça, ça et ça. Moi, je veux que tu aies la tête bien faite et que tu puisses réfléchir. Et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur l'intelligence artificielle. Quand tu fais des études, que ce soit du droit, de la philosophie, peu importe, des sciences, l'idée à la fin, c'est pas de recracher tout ce que tu sais faire, tout ce que tu as appris, mais de pouvoir réfléchir. Et c'est là que les études anglo-saxonnes nous ont vraiment aidés, je pense. C'est que Cédric pourra en parler autant que moi. En droit français, on devait
tout savoir par cœur et recracher. En droit anglo-saxon, quand on passait le droit constitutionnel américain, le droit commercial américain, article 7, article 11 à l'époque, t'arrivais avec tes cours et t'avais des QCM ou des trucs. Et tu devais être capable de répondre à des choses avec les cours sous les yeux. Alors, bien évidemment, si t'avais rien appris, t'avais pas le temps de tout faire. Mais l'idée, c'était déjà, comme le juriste, être beaucoup plus pratico-pratique. J'ai des documents, je peux réfléchir et j'ai une prise de décision. Et je ne recrache pas comme un juriste en droit français. Je suis très content d'être un juriste en droit français à la base, mais je dis juste que le côté pragmatique du droit anglo-saxon nous a beaucoup apporté. Vraiment. Et puis, au bout de 6 ans chez Disney, un coup de fil, un premier, c'est quelqu'un qui te dit... Nous, on est c'est la société Compass. Donc, Alors non, tu rates un truc. Alors, pardon. Ah oui, pardon. Excuse-moi, il y a Marionneau d'abord. Ah bah oui, il y a le retail d'abord. Alors oui, un premier coup de fil pour devenir responsable juridique France chez Marionneau, alors même que la boîte sort d'un PSE et qu'elle est sous actionnariat chinois. Ouais, et ça je le sais pas parce que je pense pas à poser les questions. Moi on me demande, je reçois un coup de fil, j'ai 35 ans, ça fait 6 ans que je suis chez Disney, je commence à me dire, j'ai 2 options, soit je vais voir ce que m'offre le vaste monde, soit je fais 20 ans chez Disney, je sais ce que va me donner ma carrière en termes d'évolution, de job, de thunes et tout, et je suis content et c'est bien et la boîte est géniale. Et en fait, ce coup de fil, ils me disent est-ce que tu connais du retail et c'est quoi les enjeux pour toi et les problématiques du retail? Évidemment, j'y connais strictement rien au retail. Donc c'est ça qui est marrant. Et donc, je commence à répondre des trucs qui, pour moi, sont complètement à côté de la plaque. Et bref, on se retrouve, on se rencontre, et j'arrive dans cette boîte. Et effectivement, je découvre une boîte au management chinois, je sais pas ce que ça veut dire, je le découvrirai par la suite. Et puis, je découvre en arrivant dedans, il y a une ambiance absolument de merde, et qui est pas du tout celle que j'avais chez Disney, où tous les gens me regardent en chien de fusil, etc., parce qu'ils sortent d'un PSE et qu'en fait, la moitié de la boîte a été virée. Et que les mecs voient arriver le petit jeune nouveau là qui commence à poser des questions et rêver dans les brancards, en fait ça emmerde tout le monde quoi. Donc il faut s'intégrer. Comment as-tu réussi à créer du lien dans cette boîte alors même que tu n'arrives pas dans le meilleur moment? Je pense que la clé c'est de montrer un peu d'humilité et d'être à l'écoute et de pas arriver avec ses gros sabots en se disant j'ai raison, je sais tout faire. Le premier truc c'est tu poses des questions, tu cherches à comprendre le business, tu cherches à comprendre les gens, tu cherches à comprendre par où ils sont passés. Tu dis ok, moi j'arrive avec ma petite expérience, mais en fait je connais pas votre truc, je connais rien. Tu te plonges dans les contrats, tu te fais discret, et puis à l'occasion de moments de convivialité, quand il y en a, là tu essayes de rencontrer les gens. C'est des rencontres. Donc ça c'est Marionneau, et ça dure 6 ans et demi. 6 ans et demi quand même, ouais. Un commentaire sur le management Le management chinois, ils ont des voitures avec des très très gros rétroviseurs. Ils aiment bien regarder dedans. Et moi, j'ai été plutôt élevé à l'américaine, donc au-delà de ma jeunesse aux États-Unis, mais cabinet anglo-saxon, Disney, c'est plutôt t'as une bonne idée, je vais te faire confiance. T'as intérêt à livrer le résultat parce que sinon je t'éclate la gueule. Mais t'as les clés, quoi. Et on dit The American Dream, ouais, c'est pas complètement faux, quoi. Il y a du vrai là-dedans. Et moi, j'aime bien ça, c'est-à-dire il y a un niveau d'exigence extrêmement élevé. On va atteindre cette exigence, si possible, dans la bonne humeur et en s'éclatant. Ah, mais performing is power, quoi. Si ça marche, Exactement. Tant que ça marche, tout va bien. Donc, t'as intérêt à délivrer. Et donc voilà, le management chinois un peu compliqué. Les équipes ont beaucoup tourné parce que du coup, il était reproché aux équipes de pas livrer ce que celles d'avant avaient promis. Enfin bon, bref, ça tournait trop vite. Et je reçois un coup de fil d'un chasseur qui là te dit qu'on passe. Se rappelle de moi il y a 10 ans. Un chasseur qu'on a en commun. Où j'avais foiré complètement un entretien, mais le mec se souvenait de moi de façon positive, ce qui me surprend, et il me dit j'ai la boîte pour toi, c'est génial. Donc on est d'accord que le chasseur a toujours la même phrase pour tout le monde, que ce soit bien ou pas bien passé. Non, je pense que ça m'était complètement destiné. C'est vrai, c'est ça, parce que si t'as planté l'entretien 10 ans avant et qu'il te dit qu'il a un super souvenir, c'est quand même que... Mais bon. Il avait un objectif. Mais non, mais bref, bonne rencontre aussi, et du coup, ouais, je rentre en tant que directeur juridique France chez Compass, en France. Et donc là, le job, c'est pas la boîte sort pas d'un PSE, mais il y a un job, là, tu commences à toucher à un job strat pur, même strat dans la façon de voir la direction juridique. Tu commences à faire autre chose que du droit vraiment, là, dans la façon dont tu m'en as parlé, parce que là, on te dit, en fait, c'est simple. L'ADJ, c'est le truc au bout du couloir à droite, et ça nous emmerde. Il faut que les gens aient un rapport avec la direction juridique différent, il faut retourner cette DJ, il faut lui apporter une culture, il faut l'aider à être bien perçu dans la boîte et à valoriser sa valeur ajoutée. Et c'est une mission. Donc là, tu as 40 ans à ce moment-là. C'est ça, j'ai 40 ans. Et on te donne dans une grosse boîte quand même, on te donne un challenge comme ça, quoi. C'est
c'est la quintessence quand même d'un super job, quoi, de directeur juridique. Ouais, c'est assez kiffant. Donc, le poste reporté à la direction financière, puis au bout de 3 mois, le DAF est parti, donc le poste est monté au COMEX, ce que je trouve très bien. Donc, j'ai découvert ce que c'était qu'un COMEX. Le nouveau patron France était donc nouveau arrivé en août. Moi, je suis arrivé en octobre. Et ouais, c'est une mission super intéressante parce qu'effectivement, on te dit, la direction juridique, c'est ce que tu viens de dire, c'est le truc... on y va parce qu'on est obligé, quoi. Parce que les process ont dit qu'il fallait y aller, que j'ai vraiment pas d'autre choix. Et en fait, l'idée du nouveau patron, c'est de dire, moi, je veux que la direction juridique, on y aille parce qu'on va y trouver des solutions, parce qu'elle va nous apporter quelque chose. Et donc, il faut transformer ça. Et en fait, l'opportunité, elle est pas mal. Moi, j'ai 4 postes, dont 2 staffés, et dont 1 par une personne que je vais virer. Et donc, c'est bien. En fait, j'ai l'opportunité de recréer mon équipe, de la dynamiser, d'en faire ce que je veux. Et on va réussir la mission, en fait. On va, au bout de nombreuses années, avec quelques heures de casting, des gens que je vais recruter, ça va pas marcher, ils vont partir, d'autres vont rester, partir plus tard, etc., etc. Mais le seul juriste qui était en place, qui est resté, je l'ai nommé directeur juridique adjoint en partant. Je lui ai proposé mon job quand je suis parti, il l'a pas voulu pour plein de raisons, ce que je peux comprendre, mais dont acte. Mais en tout cas, je suis assez fier, moi, d'avoir réussi cette mission de retourner l'équipe. La direction juridique, quand je quitte Compass, donc 8 ans après, je suis resté 8 ans jour pour jour, c'est un passage obligé parce que les gens, quel que soit leur problème, vont voir la direction juridique, ils auront une solution. Les juristes sont devenus tous des pilotes d'hélicoptères. Moi, je fais plus de droit. Les juristes en font, ils sont meilleurs que moi, ils sont spécialisés, et moi, pas du tout. Mais en revanche, on est tous des pilotes d'hélicoptères. Donc, quand quelqu'un vient dans le bureau, on prend un hélico, on regarde le truc différemment, on regarde s'il n'y a pas d'autres chemins pour arriver, etc. Et on les oriente et on leur trouve des solutions. Soit c'est nous qui les trouvons, soit on les oriente vers la personne qui doit leur permettre de trouver la solution à leur problème. Si on doit revenir sur cette expérience, puisque celle d'après, dont on parlera dans un instant, elle est plus récente. Ouais. Mais sur ces 8 ans, si on devait retenir le truc le plus dur que tu as eu à faire, ou le moment difficile, quoi. Il y a plein d'histoires. Trouver ma place au COMEX, peut-être, en fait. Ouais. Moi, savoir y jouer un rôle, savoir y exister. Je vais un peu parler de moi, mais je pense que ça touche beaucoup de personnes. Moi, j'ai moins maintenant, mais j'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur. De quel droit est-ce que j'arrive là où je suis arrivé à ce moment-là, etc. Les gens vont se rendre compte, en fait, que j'ai pas le niveau. Et donc, quand t'es nommé au COMEX d'une boîte qui fait un peu moins d'1 milliard de chiffre d'affaires, avec des types qui ont 60 balais, dont 40 ans de boîte et qui ont monté tous les échelons, etc., t'arrives, jeune petit con à 40 piges, tu viens d'être nommé et il faut que tu les éclaires et que tu leur trouves la solution et on t'attend. Non, ils vont vite se rendre compte que tu dis de la merde, en fait, parce qu'eux, ils connaissent la boîte par cœur. En tout cas, c'est ce que tu te dis. Exactement, c'est ce que je me dis. Et finalement, en fait, non, les gens me font confiance et je pense que ça, c'est... Ouais, arriver à construire et prendre sa place, quoi. Et ton courage tous les matins, tu le puisais comment, justement, dans ce syndrome de l'imposteur? Parce que je pense que beaucoup d'auditeurs, effectivement, sont concernés, à tous les niveaux, d'ailleurs, hein, le junior, le middle, le senior. Bon, quand t'arrives en COMEX, c'est clairement un moment où si à un moment tu dois le ressentir dans ta vie, tu le sens bien. T'as pas le choix, et puis il y a des gens qui comptent sur toi. Au final, t'as une mission à remplir, t'es payé tous les mois pour la remplir, donc il faut y aller, quoi. Et puis de voir la confiance des gens. Moi, quand je suis arrivé, donc j'avais 4 postes ouverts, un à développer, une à virer, etc. Le type que je voulais garder vient me voir au bout de 2 mois, il me dit Cédric, je suis pas assez payé, je fais courte et je suis en train de chercher un job ailleurs. Je dis putain, j'arrive, les mecs, je vais avoir 0 poste, comment je fais le truc? Et donc je lui ai dit écoute, laisse-moi 3 mois. Et en 3 mois, j'avais réussi à faire un peu mon trou avec la DRH, à lui proposer une augmentation de salaire, lui proposer une responsabilité, recruter d'autres gens, enfin faire un schéma qui fait qu'il avait trouvé sa place. Il est resté 8 ans avec moi, il est encore dans la boîte. Donc voilà, je pensais, développer des gens. Tu reçois un autre coup de fil ensuite, qui est celui de Rentokil, mais on s'en était arrêté là pendant la préparation. Ouais. Donc là, on est dans de l'inédit. Pourquoi tu pars? Tu pars parce que le job est bien fait, parce qu'il est accompli, parce que tu considères que tu as fait ton travail, pourquoi tu étais payé, ce que tu disais à l'instant. Et l'opportunité derrière, évidemment, avec le début de carrière que tu as eu, tu pourrais aller un peu de partout. Pourquoi Rentokil Initial? Alors, à nouveau un coup de fil. Chasseur encore. Chasseur encore, absolument. Le même? Non, un autre. Non, à nouveau un coup de fil. Ouais, la boîte a évolué, ça fait 8 ans que je suis là, j'ai à peu près fait le tour du sujet, j'ai développé mon équipe,
Je commence à avoir un peu la bougeotte, des fourmis dans les jambes. J'ai essayé de voir s'il n'y avait pas des possibilités d'étendre le scope géographique, etc. Et puis, ça reprend pas trop. Et ouais, j'ai un peu des fourmis dans les jambes, quoi. Et là, ce coup de fil arrive au bon moment. En fait, c'est une bonne marche. Rentokil, donc je suis secrétaire général de Europe de Rentokil Initial. Actionnariat anglais d'abord. On est coté aux US maintenant aussi, mais on est anglais d'abord. Et en fait, Rentokil en Europe, c'est à peu près 1 milliard d'euros, donc la même taille que qu'on passe en France, mais c'est 19 pays. Donc le challenge pour moi, c'est comment est-ce que je passe de juriste français, où je connais le droit français, je connais les systèmes, etc., à être responsable juridique de pays où je parle pas la langue, je connais pas la culture, je connais pas le droit, je suis largué, quoi. Mais il faut quand même orienter les mecs. Donc là, c'est un peu comme faire de l'immobilier alors que t'as pas la formation. C'est un truc complètement nouveau, donc c'est irrésistible pour toi. Tu suis la même logique. Ouais, en fait, il y a 2 façons de voir mon job. Soit c'est un super défi, c'est génial, et j'ai 10 ans devant moi avec un gros tapis rouge. Soit c'est un truc où j'y arriverai juste jamais, je vais me pendre. Parce que, non, on te le souhaite pas. Non, mais c'est ça. Puis encore là, 1 an après, c'est déjà bon signe. Ouais, pas tout à fait 1 an. Non, mais ouais. Écoute, non, mais pas la corde, s'il te plaît. Non, mais c'est un énorme défi et c'est génial. Et en fait, c'est à nouveau des rencontres. C'est-à-dire que pourquoi je rejoins cette boîte au-delà de tout ce que je viens de dire, c'est des rencontres humaines. Rencontres humaines avec le chasseur, s'il est désigné comme chasseur, c'est qu'il représente une certaine philosophie de la boîte. Et ensuite, j'ai rencontré en visio le DRH Europe et la directrice juridique du groupe, une anglaise, écossaise plutôt. Donc ça, c'était en visio. C'était particulier, parce que la visio, c'est toujours particulier pour les entretiens. Mais après, j'ai rencontré physiquement le patron Europe et le patron France, qui sont en fait mes vrais clients internes, les gens avec qui je bosse au quotidien. Et on s'est trouvés en termes de personnalité. Et donc, moi, je suis plus côté tapis rouge, parce que je bosse avec des gens, à nouveau, culture anglo-saxonne, un niveau d'exigence extrêmement fort, extrêmement élevé, mais une confiance donnée. T'es là, t'es à ton poste, t'es légitime, y a pas de problème, on s'attend pas à ce que tu délivres dans la seconde le truc, t'as le temps, prends ton temps. En même temps, s'il y a une question, t'as intérêt à foutre les doigts dans la prise, mais c'est le jeu, quoi. Ouais, ça, c'est mon kiff. Et quel est ton sentiment par rapport au fait d'avoir maintenant 19 pays? Est-ce que tu as le sentiment que c'est assez harmonisé au niveau légal partout? Ou est-ce qu'il y a vraiment des contraintes, des choses différentes selon les pays? Toi, comment tu le perçois? Même si on a bien compris que t'es plus le nez dedans et que tu prends de la hauteur, mais tu as une fonction d'harmonisation de l'ensemble, quoi. Alors, la vision est assez intéressante. Les systèmes juridiques sont relativement proches. Et moi, la première partie de mon job, c'est expliquer à mes amis anglais que l'Europe, c'est pas le UK. Je vais être un peu brutal, mais ils ont voulu en sortir, donc très bien, merci, laissez-nous vivre. Et surtout leur expliquer que l'Europe, justement, c'est 19 pays. Donc c'est 19 pays, 19 langues, 19 cultures, 19 systèmes juridiques. Comment je l'approche, moi? Avec un regard toujours très humble et toujours à poser des questions. Par rapport à mon référentiel de juriste français, avec un peu de connaissances anglo-saxonnes, parce que les systèmes juridiques sont pas très éloignés, mais c'est plus une vision, je relis le contrat et je pose des questions. J'arrive pas à appeler un gros sabot en disant c'est ça qu'il faut faire, je leur dis et si on faisait comme ça? Est-ce qu'on pourrait faire comme ça? Est-ce qu'on pourrait étendre? En essayant toujours d'être au service du business, je rejoins ce que tu disais sur la valeur ajoutée, c'est la fonction juridique doit toujours avoir une valeur ajoutée pour le business, sinon ça sert à rien, c'est pas la peine d'y perdre du temps. Harmoniser, non. Non, la France, c'est 50% de la taille de l'Europe et 80% des problèmes, donc je suis concentré sur la France et mon bureau est en France. Mais ce que je peux développer en France, ensuite, ça me permet de poser des questions sur les autres pays et de dire, voilà, ce qu'on a fait là, ça marche à peu près. Est-ce que, et si on faisait pareil? Ça fait quelques mois là que je voyage dans tous les pays en suivant mon patron et on passe beaucoup de temps ensemble et je le vois dans les business reviews avec les pays. Il vient de prendre le job Europe, donc c'est intéressant. Il est exactement dans cette démarche-là d'écoute et d'humilité en disant, voilà, un conseil, on a fait ça à tel endroit, ça a fonctionné, et est-ce qu'on pourrait essayer ça? Je pense que si tu as cette approche-là, les gens t'écoutent. Après, évidemment, dans le métier, je vais parler à des avocats, on va voir si je mets des juristes locaux in-house ou pas, si c'est pertinent, etc. Mais au début, c'est déjà, au-delà de est-ce que ton système juridique le permet, c'est est-ce que, au point de vue business, ce que je suis en train de te dire, ça fait du sens dans ton pays, dans ta culture, dans ta façon de faire du business avec les gens. Dans les nouveaux métiers, alors maintenant, ils sont plus trop nouveaux, ça fait 4-5 ans que ça tourne.
On avait parlé ensemble dans un déjeuner précédent que tu avais eu recours un peu au legal design, et on salue Marie quand tu étais chez Compass. LegalOps, ça te parle aussi ou pas? Ouais, alors oui, ça me parlait. En fait, chez Compass, on a mis en place un outil, on a mis 2 ans à le mettre en place, etc., de gestion de contrat avec un peu d'intelligence artificielle pour recruter dans les documents, etc. Le legal design, ça me parle dans mon quotidien, mais en revanche, la maturité de la boîte est loin d'être au niveau qu'il faudrait pour mettre ça en place, chez Rentokil. Ce qui est à nouveau super intéressant. Et j'ai écouté un de vos podcasts de il y a peu de temps où quelqu'un disait moi, une boîte qui n'a pas d'outils, j'y vais pas. Et je trouve ça hyper intéressant comme directeur juridique. Parce que moi, je suis en train de regarder, on a des outils qui font des trucs, mais on est loin d'être optimal. Moi, je suis un peu à l'époque de la machine à écrire là, chez Rentokil. Ce qui est passionnant parce que je peux arriver du coup à développer plein de trucs. En revanche, du coup, il faut avoir une vraie réflexion sur l'usage, sur la pertinence de l'outil pour tel ou tel pays. On est une boîte globalisée, donc est-ce que l'outil en France, il est pertinent pour les autres pays d'Europe ou est-ce qu'il marche avec le UK, avec les US? La réponse est clairement non. En fait, les trucs on fonctionne pas pareil. On n'a pas les mêmes besoins. Et le legal design, pour moi, je l'ai pas mis en place à la façon dont Marie le développe, mais en revanche, c'est dans le mode de communication de la direction juridique. On a une obligation d'être dans j'ai parlé en anglais, j'aime pas beaucoup ça, mais il y a user-friendly, en fait, d'avoir la vision client. Si je parle à des gens du marketing, si je leur fais des slides, parce qu'on fait tous encore des slides, avec plein de textes et des articles de loi, c'est chiant, les gens vont se barrer. Et déjà, rien que le fait d'avoir une formation avec un juriste, déjà, ils sont pas là. Donc ça me parle beaucoup. Ouais, je suis en train de pousser mes équipes à faire des formations contrats. Ils me font des slides en me reprenant les articles du Code civil, ce qu'est un contrat, etc., avec des phrases, c'est rédigé. Donc en fait, c'est chiant. Et j'ai cette jeune alternante que je suis en train de recruter. C'est ça que j'adore. Je lui ai dit de façon très simple, il y a beaucoup trop de texte sur tes trucs. Ça ne m'intéresse pas. Je veux des dessins, je veux du visuel, voilà. Et donc elle m'a refait une presse là en 2-3 semaines avec des visuels. Il n'y a que ça. Il y a une petite hésitation. Il y a encore trop de texte à mon goût. Mais pourtant, il n'y en a déjà pas beaucoup. Et tu vois, Mathieu, ça, c'est super novateur. Moi, j'adore parce que c'est vraiment très pratico-pratique. Moi, ça reste toujours assez abscon pour moi, le legal design. Et quand tu es au départ un juriste ou un avocat, tu es assez attaché à ta capacité à rédiger, à ton savoir, ainsi de suite. Le legal design, c'est accepter de rendre ça beaucoup plus simple. Et je trouve ça super. Et je te renvoie donc à ma deuxième question, qui est le legal operation officer, le legal ops. Parce que dans tout ce que tu nous as expliqué, t'es curieux, t'es pragmatique, ainsi de suite. Quelque part, t'as aussi cette veine de LegalOps. Est-ce que toi, tu verrais un intérêt d'avoir un LegalOps à tes côtés? Est-ce que c'est trop tôt? Alors, oui, je verrais un intérêt à avoir un LegalOps à mes côtés, sans doute pour avoir une vision sur les principaux pays d'Europe, pas les 19, c'est pas possible, mais ceux qui sont les plus gros, il y en a 4-5. Mais c'est trop tôt dans la maturité de la boîte aujourd'hui, parce que le LegalOps, pour moi, sa fonction, c'est de voir... qu'est-ce qu'on peut faire au sein de la direction juridique pour avoir toujours la même valeur ajoutée? Donc, quels sont les outils? Où est-ce qu'on met notre productivité? Donc, il faut mesurer des trucs. C'est toujours très compliqué. Moi, je sais pas mesurer. Je pense que ce serait un mauvais KPI de mesurer le nombre de contrats que j'édite. Parce que les contrats ont tous des tailles et des enjeux différents. Donc, s'il y en a un qui en fait un gros ou 10 petits, en fait, c'est pas en nombre. Donc, arriver à déceler la valeur et la productivité d'un juriste, moi, j'y arrive pas. C'est extrêmement compliqué. J'ai pas trouvé la matrice. Donc oui, je pense qu'avoir un LegalOps, quelqu'un qui a une vision ingénieur, qui peut monter un outil, un truc très simple avec des KPI, qui nous assure que la direction juridique est revue régulièrement et assessée régulièrement par des tiers, qui développe les bons outils de la bonne façon, qui va nous orienter vers des méthodes de travail, sans parler d'outils, c'est une méthode de travail, une façon d'approcher les trucs. Ouais, c'est très, très important. On renvoie toujours à la même chose, c'est que les LegalOps, c'est People, Process, Technology, Data. C'est vraiment d'abord se focaliser sur les personnes en place, comprendre quels sont les process internes, les contraintes internes, voire réglementaires auxquelles tu es confronté, et seulement après, une fois que tu as bien cerné cette partie-là, et c'est ce que tu expliques, tu es dans ta phase de découverte encore, une fois que tu as compris qui tu as, comment ça fonctionne, quelles sont les règles en interne, seulement à ce moment-là, tu vas commencer à te poser la question de l'outil. Et je trouve ça super intéressant parce que
t'as l'humilité et l'honnêteté de le dire en disant, bah non, on n'est peut-être pas prêt encore pour avoir un outil. D'abord, on va découvrir, on va voir ce qu'on a à disposition, et ensuite, seulement ensuite, on verra ce qu'on fera. On a eu la chance de bosser ensemble parce qu'il utilisait l'outil d'Illitrust, Feu Hyperlex, chez Compass. C'est comme ça qu'on s'est un peu retrouvés. Mais quand on a eu cette discussion-là, loin de moi l'idée de lui faire de la vente forcée ni quoi que ce soit, on a discuté, il m'a dit, et c'est vrai que tu m'as dit, effectivement, moi, déjà, je vais essayer de comprendre un petit peu ce qu'on a autour et voir un peu qu'il peut être l'outil qui peut servir. Et je trouve que c'est la meilleure vraiment approche à avoir. Ne vous équipez pas pour à tout prix avoir le dernier truc IA ou blockchain. Non. Déjà, comprenez quels sont vos enjeux, comment vos équipes fonctionnent, de quoi vous avez besoin. Et quand vous êtes au clair avec vous, soit par un Legal Ops externe, soit en interne, seulement à ce moment-là, pensez à vous équiper. Et surtout pas avant. Et il y a un truc important, je trouve, c'est la culture de boîte. La culture de la manière dont le juridique est intégré dans la boîte. Moi, je suis pas tout à fait aujourd'hui, je dois le dire, en adéquation avec la culture du juridique telle qu'elle est au sein de Rentokil. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est d'amener mes équipes qui sont là, qui sont en place, qui fournissent un super job, etc. Mais de les amener à voir la culture sur plus ma façon de voir. Mais c'est pas en leur imposant, etc. C'est en travaillant ensemble et en les amenant à me suivre et à ce qu'on... Voilà, ils commencent à suivre un peu ma méthode, et puis il faut que j'adapte aussi ma méthode à la leur, qu'on se trouve, mais comment est-ce que collectivement on va vraiment faire une équipe qui est la bonne et quelle est la différence pour toi dans le boulot entre DJ et secrétaire général? Est-ce qu'il y en a une? Tu m'as piqué ma question. C'est vrai? Ouais, je sais pas. Directeur juridique, c'est peut-être un peu restrictif sur le métier de juriste, qui est un magnifique métier, mais peut-être trop juriste. Secrétaire général, je trouve, j'aime bien le côté secrétaire, parce qu'on est un peu secrétaire, et que quand on fait même tout secrétaire général Europe, s'il faut faire signer le PDG, bah, c'est moi qui tourne les pages. Et c'est mon côté secrétaire, j'aime bien. Côté général, ça veut dire qu'on touche à tout. Alors en France, moi j'ai les services généraux en plus, mais après on peut avoir la compliance qui pour moi relève de la fonction juridique. Je sais pas, alors une des questions que vous m'aviez posées, c'était entre GC à l'américaine et secrétaire général. J'ai plus envie de voir ça. Et pour moi, la grosse différence là-dessus, c'est la confidentialité. La protection de la vie juridique, peu importe le système qu'on y met et la manière dont on y arrive, etc. Tu parles de legal privilege, là. Ouais, exactement. Et en fait, peu importe le format, j'ai envie de dire, et je vais pas savoir si le format qui était en débat est le bon ou pas. En fait, peu importe. Il faut que nos avis juridiques soient protégés. Il faut qu'on puisse donner, et y compris de façon écrite, à nos patrons, business, toutes les clés du truc. Parce que aujourd'hui, on peut pas, et combien de fois on leur dit, non, moi je bosse donc au quotidien avec des juristes étrangers, et notamment anglo-saxons, et on a des gros dossiers, là, en ce moment, avec des implications lourdes pour la boîte. Et ils me disent, tu m'écris en mettant legal privilege. Je dis, ouais, je peux faire ça, ouais. Mais moi, ça pourrait être saisi quand même chez moi. Donc en fait, ça sert à rien, et du coup, on passe par des avocats. Enfin, c'est chiant. Donc pour moi, la vraie différence entre le General Counsel et le secrétaire général, c'est vraiment ça, c'est la capacité à être totalement libre dans son expression et de pouvoir l'écrire. Il y a aussi une différence, parce que on imagine un peu, notamment, je sais pas, récemment avec la série Succession, que vous avez peut-être regardé, le GC avec un rôle un peu de consigliere, au-delà du droit, quoi. C'est la confidentialité permettant d'être au plus proche du secret, de la strate et tout ça. C'est presque un COO, mais avec une patte legal, quoi. Ouais, alors ça, moi, je le vois dans mon job je le voyais dans mon job. J'avais pas le titre secrétaire général chez Compass, mais c'était à peu près équivalent. À partir du moment où tu es directeur juridique ou secrétaire général au COMEX, et c'est indispensable que la fonction soit au COMEX, et que tu as du coup l'oreille du président, je pense que tu rentres dans ce rôle-là. Moi, mon quotidien, c'est mon patron va me faire confiance et il va me parler de trucs perso, de dossiers dans la boîte qui tombent pas forcément chez moi, qui peuvent tomber dans une autre département, mais il va vouloir avoir mon regard dessus. L'éminence grise. Voilà, exactement. Alors, je sais qu'on n'aime plus business partner, on veut dire trusted advisors et tout. Exactement. Moi, j'aime bien business partner quand même, parce que je suis quand même très partenaire du business, mais j'aime beaucoup le côté, conseiller de confiance. Lié à l'italienne, ça fait un peu mafieux, mais consigliere. mais c'est pas un de peu guerre. Ça. Mais c'est un pas peu de ça. guerre. C'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu souhaites? Alors, il nous reste quelques minutes, mais il nous reste quelques questions, donc ça tombe bien. Qu'est-ce que tu souhaites aux juristes pour l'avenir, que ce soit aux jeunes qui vont rejoindre la filière
ou à ceux qui aujourd'hui ont 25-30 ans et qui commencent leur carrière? Qu'est-ce que tu leur souhaites? Alors qu'ils aient une belle carrière, mais ce que je leur propose, moi surtout, c'est d'être pas trop juriste. On a tous Bac plus 12, on a fait des magnifiques diplômes, on est au courant de tout, etc. Mais aujourd'hui, les boîtes, elles n'ont pas besoin de juristes qui vont te dire le droit, on s'en fout, on sait que tu le sais. On a besoin de juristes de conseillers, on a besoin de juristes qui pensent en dehors de la boîte, on a besoin de juristes qui savent s'adresser à leurs clients, qui apportent des vraies solutions. Donc, sortez de la boîte, sortez du cadre, soyez fous, soyez déjantés, réfléchissez à des trucs différents. Mais pas trop quand même, parce que vous n'avez pas forcément un secrétaire général ou un DJ comme Cédric. Hein, donc vous lâchez pas trop non plus. Non, mais il y a aussi une façon d'y arriver, et ça, c'était un petit peu le filigrane de... Ça, on en parlait un petit peu. On a eu la chance de faire un double cursus. Le double cursus, ça aide énormément à la curiosité, parce que tu t'es pas uniquement sur un truc, tu t'obliges. Alors, effectivement, nous, c'est des droits français et droits anglo-saxons. Mais il y en a plein qui font école de commerce et droit, qui font éco et droit, ainsi de suite. N'hésitez pas à faire autre chose, parce que quand vous êtes étudiant en droit comme étudiant en médecine, si vous êtes à fond là-dedans, vous ne pensez que ça. Et c'est là que j'aime bien ce que Cédric apporte. Cédric, c'était l'un des rares quand même à être juriste d'entreprise au départ chez Lovell, où tu as des avocats partout. Moi, quand j'étais en cabinet, très vite, j'ai voulu retourner aussi en tant que juriste d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est cette curiosité, cette capacité à sortir du cadre de confort qu'on te donne au départ. Parce que si tu ne sors pas au départ, après tu es pris pendant tout le long, tu regardes ta carrière se dérouler, et puis finalement tu regardes, tu dis « Ah oui, je suis toujours là ». Et alors, il y en a à qui ça peut convenir, qui veulent être rassurés. Mais finalement, l'idée, puisqu'on voit aussi, je reviens sur l'IA, on va être challengé sur le fait de pouvoir penser différemment, travailler différemment, c'est super intéressant d'être adaptable. D'être curieux, adaptable, de pouvoir changer un petit peu facilement son fusil d'épaule. Et moi, j'adore quand il explique qu'à chaque fois, il a été recruté dans des postes où il n'avait pas la compétence à la base, mais ils l'ont tous quand même recruté. Et ils l'ont gardé. Et ils l'ont gardé. 6 ou 8 ans derrière. Donc ça prouve bien que si tu es débrouillard et que tu es volontaire, tu peux y arriver. Et ça, je trouve que c'est super intéressant pour ceux qui nous écoutent. Ouais, et humble et à l'écoute. C'est-à-dire que tu rentres dans une boîte, il faut découvrir l'activité de la boîte. Mon activité juridique, elle n'a d'essence et d'utilité que pour autant qu'elle serve l'intérêt de la boîte. Donc, il faut d'abord comprendre ce que fait la boîte et quel est le besoin de ton client. Vous avez entendu les conseils d'un grand directeur juridique européen d'une boîte internationale. Gardez-le à l'esprit pour ceux qui rejoignent le métier. Est-ce que tu peux nous parler d'une citation qui t'inspire au quotidien? Je t'avais demandé d'y réfléchir. C'est une question un peu bateau, mais ça peut être une citation ou une personne, une personnalité. Alors j'ai 2 citations, on va être loin de la philosophie, mais je suis un... Booba? Je suis un fan absolu d'Audiard, et un des films qu'il faut revoir tous les 6 mois, c'est Les Tontons Flingueurs. Et moi j'ai 2 citations qui me drivent. La première, c'est les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que ça me suit en ego, et l'objectif de notre métier, je trouve, c'est d'anticiper ce que le con va faire pour essayer d'avoir toujours un coup d'avance. Et ça, c'est assez marrant. Et en réunion de négo, c'est comment on va définir la stratégie pour affronter le con. Comment est-ce qu'on va être le con, etc. Et l'autre, c'est du même film, c'est il connaît pas Raoul, ce mec, parce que j'aime bien dire, ok, tu m'as fait un truc, tu vas voir ce dont je suis capable. Et donc, c'est de réfléchir. Exactement, c'est exactement ça. Et donc, c'est anticiper. On fait un métier d'acteur. On joue un rôle. Moi, il y a un truc que j'adore, parce que ça fait bondir les gens, et puis après, ils t'écoutent quand tu as capté leur attention, c'est quand je suis en réunion de négo, je dis aux gens autour de la table, qu'ils soient de ma boîte ou de l'autre, j'espère qu'on se reverra plus jamais. Et là, les gens ont toujours un côté, prennent un peu de recul, on dit, c'est qui ce con? Et je leur dis, sauf pour aller boire un coup. Parce que si on se revoit plus jamais, sauf pour aller boire des canons, ça veut dire que la négo qu'on a faite, c'était la bonne, que le contrat, on l'a bien négocié. Vous n'avez plus besoin d'avoir des juristes autour de la table, parce que ces gens-là sont pas comme nous, ils parlent latin, ils sont chiants, ils vont arriver avec tous leurs concepts et tout, on s'en fout. Et au moins, vous avez un contrat avec lequel vous, les opératos, vous pouvez vivre et bosser et avancer, et faire vos avenants tout seul, et vous avez de la marge de négo et de faire évoluer vos relations. Et donc, ça veut dire qu'on a fait une bonne négo. Et alors, les gens, en général, là, se détendent et on va boire des coups. On a une partie... alors, merci pour ces citations d'abord, et on salue évidemment là-haut Audiard. Est-ce que tu peux nous faire le C'est pas faux chaud? Tu l'as expliqué ou parce que c'était le C'est pas faux chaud? Non, en fait, je vais le faire rapidement. Donc, effectivement, avec Mathieu, on a une passion commune pour Kaamelott.
Et, C'est un peu moins classe qu'Audiard, mais ça c'est passe. très très bien aussi. et notamment pour Perceval, qui à chaque fois, lorsqu'il ne sait pas quoi répondre, Caradoc lui dit, tu dis tout simplement, tu dis c'est pas faux. C'est pas faux. Tu as l'impression de pouvoir continuer. Et nous, en fait, ce qu'on a voulu voir là-dedans, c'est que, comme tu le sais, nous, les juristes, on a tendance à avoir des acronymes dans tous les sens. Est-ce que tu as fait le dernier NDA pour le IPO, ainsi de suite. Et c'est très gonflant. Et donc, en gros, est-ce qu'il y en a un que tu aimes ou un que tu exècres, qui revient régulièrement ou que tu as envie d'expliquer, par exemple? Oh là, tu me prends à brûle pour point. Ou une expression, par exemple, que tu entends trop souvent et qui tu trouves qu'il n'a pas de sens, ou une qui mériterait d'être beaucoup plus explicitée. Il faut challenger le BP, le forecast est pas bon. Voilà. Ouais, faut. Alors, je suis rentré, c'est marrant parce que je sais pas, tu me prends un peu de cours, mais je suis rentré dans 2 boîtes où il y a beaucoup d'acronymes, et là, ça m'arrive de recevoir des mails d'anglais en interne où effectivement, tu as tous les 2 mots. Il faut prendre le DP pour aller répondre au PA qui va parler NPA et IPO et machin, et en fait, tu comprends pas l'email. Parce que c'est tout à fait, pour moi, à l'opposé de ce que tu es toi, parce qu'on en discutait, que tu parlais tout à l'heure du legal design, t'aimes bien que les choses soient complètement explicites. Donc comment on perçoit quand on est un patron comme ça, du juridique, avec des gens qui viennent te voir en te parlant que comme ça? Eh ben, quand je comprends pas, je vire du contrat, la clause, ou alors je pose des questions. Et ce que je dis à mes juristes, c'est vous avez le droit de vous planter, vous avez le droit de ne pas y arriver, vous avez le droit de pas trouver de raisonnement, vous avez en revanche une obligation de réfléchir, une obligation de travailler et une obligation de poser des questions pour répondre. Donc mon approche, c'est celle-là. On parlait du legal design, effectivement, c'est... moi, j'aime pas les anglicismes. On va pas adresser un point ou une issue. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Donc je sais parler anglais, je sais aussi parler français, et donc je pense qu'il faut qu'on parle français, en vrai, et qu'on évite effectivement les acronymes en pensant que tout le monde comprend. Bernard Pivot, si tu nous entends. Absolument. Parfait. Un mot de conclusion, Cyril Godet. Écoute, je trouve que c'était passionnant parce que on a, merci Cédric, encore une nouvelle ouverture, après une nouvelle façon de voir les choses, de montrer que l'on peut oser tout au long de sa carrière, tenter des choses et puis ne pas rester enfermé dans sa posture de juriste ou d'avocat. C'est pas, comme l'a très bien dit Cédric, parce que tu as fait des brillantes études, tu es passé par des grands cabinets, que tu dois prendre les gens de haut, que tu dois pas oser. Et donc ça, c'est vraiment le beau message, je crois, qu'il faut transmettre. Et puis on remarquera que plusieurs fois, il l'a indiqué, il faut aussi boire des verres. Et nous sommes en période estivale. Exactement. Et de terrasse. Donc c'est la meilleure des conclusions. Absolument. Merci infiniment, Cédric Barthélémy. Un mot de conclusion de ton côté? Non, merci beaucoup de votre invitation. C'est très amusant, très intéressant de parler de son métier comme ça. D'autant que effectivement, j'ai noté que tu t'adressais souvent aux jeunes juristes. Et pour moi, c'est un des grands défis aussi de notre métier. C'est cette révolution des nouvelles technologies. Je parlais de mon tatou. Maintenant, on a tous 2 portables greffés dans la main. Tu vas les... Allez, bah, je ne peux m'empêcher que de te poser une question. Comment tu vas les former demain? Quand l'IA va remplacer certaines tâches et ainsi de suite et tout, remplace déjà. Comment on les forme? Les juristes, il faut qu'ils aient une autre façon de penser. Pour moi, c'est dans l'approche, c'est dans l'attitude, c'est dans comment est-ce que tu approches ton métier. Et quand je disais qu'est-ce que je leur souhaite, c'est de pas être juriste. Oui, on est tous juristes dans l'âme, on est tous des maniaques de la forme. On est tous psycho de je sais pas quoi, parce qu'il faut être particulier pour être juriste. Mais ne le soyez pas trop, comprenez, réfléchissez, etc. Si ça a cette ouverture, moi, quand mes juristes sont en télétravail, je leur dis, mais si tu veux aller bouffer avec des potes entre midi et 2, j'ai 0 problème. Alors ils me disent, ah ben non, je ferai jamais ça. J'ai dit, bah t'es con, parce que moi je le fais. Et, mais pendant ce temps-là, tu restes joignable, tu restes, ok, t'as ton truc, ton téléphone, t'es là, tu dois être vigilant, etc. Et s'il faut bosser tard, tu bosses tard, mais si t'as besoin de partir tôt, tu pars tôt. Et en fait, à nous, patrons, nous, directeurs juridiques, il faut qu'on s'adapte à cette nouvelle façon d'être et de penser pour attirer les bons profils et créer cette culture. C'est eux qui vont nous pousser à la créer. C'est eux qui nous poussent à la créer. C'est une très belle conclusion. Merci Cyril, merci Cédric. On vous retrouve dans un prochain épisode. Ce sera le 10e déjà. Merci infiniment en tout cas pour cet échange. Merci de nous avoir partagé avec beaucoup de sincérité votre vision, ta vision Cédric du métier, de ta carrière. Merci Cyril pour cette présentation et un bel été à tous. Nous vous retrouvons à la rentrée pour de nouvelles aventures. Vous étiez sur Legal on Air épisode 9 avec Cédric Barthélémy, Europe General Counsel et secrétaire général chez Rintoki l'Initial. Merci à tous. Au revoir. Merci Mathieu. Legal on Air. Legal on Air, à la conquête du droit en entreprise. Gouvernance,
Tech, LegalOps, le podcast qui décrypte les évolutions qui propulsent le droit vers le monde d'après. Legal on Air, le juridique. Décortiquer et discuter.